L'intelligence artificielle vient menacer des emplois, mais aussi en créer. Comment on doit modifier aussi nos formations tout au long de notre carrière pour apprendre à travailler avec ces nouveaux outils. On en parle avec Laurent Cervoni, professeur référent du MBA Intelligence Artificielle de Vinci Executive Éducation. C'est le pôle de formation professionnelle. Vous êtes aussi directeur de la recherche et de l'innovation du groupe Talent, cabinet de conseil en innovation et transformation par la technologie. Et vous êtes aussi le partenaire de Hyperion, enfin Talent, l'entreprise, qui est un projet de recherche qui vise à mesurer justement l'impact de ces IA génératives, comme ChatGPT, mais pas seulement, sur les métiers des entreprises. On va en parler ensemble. Avec vous, autour de la table, Pierre-Emmanuel Dumouchel, président-directeur général de Dessia. C'est une start-up qui développe une plateforme d'intelligence artificielle explicable, précisons, qui permet justement aux ingénieurs d'automatiser le travail de conception technique. Et restez avec nous, Vincent Aulet, fondateur de Gigli. Vous travaillez pratiquement sur les mêmes sujets. On a parlé ensemble d'intelligence humaine augmentée aussi par de l'IA, bien évidemment. Déjà, première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que ces IA génératives, en particulier l'arrivée de ChatGPT, ça a bousculé tout le monde? Est-ce que c'est un séisme pour l'emploi? Moi, je serais tenté de répondre, en fait, il y a deux éléments de réponse, en fait. Donc là, on va rentrer dans une première évolution, où certes, les entreprises vont chercher de la productivité. Ouais. Donc certes, dans un premier temps, on peut avoir peur, entre guillemets, pour la quantité d'emplois. Donc c'est un premier sujet. Par contre, un deuxième point, une deuxième révolution qui va arriver, c'est aussi l'assistance de ces intelligences artificielles génératives qui vont permettre plus de créativité pour les ingénieurs. Et en fait, ça va leur permettre d'ouvrir de nouveaux champs. Ça arrive dans un deuxième temps. Ça va. Je pense que d'abord on va le subir. On va le subir, et donc on va améliorer nos processus, on va améliorer nos entreprises, nos ingénieries et autres. Donc il y aura des grands gains de productivité. Et dans un deuxième temps, on aura un changement de paradigme sur la façon de concevoir des ingénieurs. Et on va imaginer en fait ces IA qui seront au service de comment faire une aviation plus verte, comment faire une automobile hydrogène par exemple, et ainsi de suite. Votre regard sur cette question? Est-ce qu'on est face à un choc sismique? Est-ce que l'IA va détruire davantage d'emplois qu'elle n'est capable d'en créer? Alors, il y a beaucoup de craintes là-dessus. En fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on le voit historiquement, il y a une crainte sur l'emploi. Souvenez-vous, il y a quelques années, à l'occasion d'une présidentielle, on disait que la robotique allait détruire des dizaines et des millions d'emplois. Il y a à peu près en 2018-2019, il y a une étude très sérieuse d'IBM qui disait que 120 millions d'emplois seraient détruits par l'IA dans les 3 ans. Les 3 ans se sont écoulés et les 120 millions n'ont pas disparu. Il y a une étude très récente d'un grand cabinet qui a dit que 300 millions d'emplois disparaîtraient dans les 5 ans. Eh bien, je suis prêt à revenir faire un point d'étape avec vous tous les 3 mois et on verra que ces 300 millions d'emplois ne disparaîtront pas. Parce que, on a quand même le sentiment que ça s'accélère. Peut-être que ça a pris plus de temps que prévu d'installer ces IA dans le monde professionnel. Eh bien, effectivement, il faut du temps. Toutes les nouvelles technologies mettent du temps à imprégner une société. Regardez Internet, le temps qu'il a fallu pour que ça devienne un outil, une commodité, quelque chose que tout le monde utilise. Ouais. Et en fait, ça n'a pas détruit d'emplois. Ce qu'il faut, c'est effectivement comprendre l'utilisation de ces outils, en comprendre le mode de fonctionnement, sinon on les utilise à mauvais escient. Et puis se former et former pour être capable de les maîtriser. Parce que, comme cela a été dit, en fait, ces outils-là sont là pour augmenter l'intelligence humaine et donc permettre la naissance de nouveaux métiers, de nouveaux usages. Et en fait, quand on se saisit de ces outils, on s'aperçoit qu'on augmente sa productivité. On le voit, donc vous avez cité Hyperion, qui est un partenariat entre Talent et de Vinci Executive Éducation. Et donc, on a essayé de faire, au travail de ce partenariat, de montrer comment utiliser de manière professionnelle ces outils. Donc, on a commencé par faire un hackathon, un concours, où on a mis autour de la table une quarantaine d'apprenants à qui on a fait découvrir ce type d'IA générative, c'est-à-dire que pendant à peu près une journée, on leur a montré comment ça fonctionnait, la façon dont il fallait interroger des outils de type de langage de type ChatGPT, mais aussi Midjourney, DALL-E, enfin tous ces outils qui font de la génération vidéo, d'images. Ouais. Et on leur a montré comment ça pouvait s'articuler au travers donc de la construction d'un jeu, donc quelque chose d'un petit peu ludique. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que alors qu'ils ne connaissaient pas au début de ce concours, ce type d'outils, la manière de les prendre en main, eh bien, en à peu près une journée de formation, alors évidemment, on aurait pu aller plus loin, mais il s'agissait de faire une étude sur un temps limité. Dans les 3 jours qui ont suivi, ils se sont saisis de l'outil et ils ont construit des choses qui étaient assez extraordinaires, qui ont montré que finalement, la créativité humaine, quand on lui met à disposition des outils qui lui permettent de la décupler,
arrivent à faire des choses extraordinaires. Ils ont construit par exemple un outil pour aider à la création d'entreprises où on voit la requête que l'on fait à ChatGPT, alors ce qu'on appelle le prompt, qui s'enrichit des réponses qu'il a données au fur et à mesure, et donc qui devient de plus en plus précis. Et ça, combiné avec de la génération d'images, de la génération de sons et de vidéos. Et donc, c'était assez extraordinaire de voir cette création qui n'aurait pas été possible il y a 10 ans, ou même il y a 2 ans. Parce qu'on a des interfaces aussi très simples. Exactement. C'est très facile d'accès, mais du coup, on ne sait pas jusqu'où on peut aller, quel est le champ des possibles, et c'est un peu vertigineux. Quels sont les premiers métiers qui vont être profondément remis en question, selon vous? Alors, vous voyez... Oui, peut-être. Non, allez-y. Bon, en fait, vous voyez, il y a l'inquiétude, dans les IA d'avant, la robotique, on voyait l'inquiétude était sur des métiers plus manuels. Là, ce qui fait un peu plus peur, c'est que ce type d'outil touche à des métiers plus intellectuels. Et donc, c'est un peu les cols blancs qui s'inquiètent. C'est pour ça que subitement, on se dit, tiens, ça prend une telle ampleur. Parce qu'effectivement, ça touche à de nouveaux métiers sur la créativité, la création d'images. On se dit, bah, tiens, maintenant, tout le monde va être capable de ce que faisait un designer. C'est qu'une question de col blanc, parce qu'on s'interrogeait aussi à la robotisation dans l'usine. Je pense que là, la question, c'est vraiment quelle est la valeur, finalement, humaine. C'est la question de notre apport dans la société aussi. Voilà, tout à fait. Et comme je disais précédemment, en fait, c'est le côté un peu créativité, finalement. Ouais. L'intérêt, pour moi, de ces IA génératives, c'est que ça va permettre de libérer les ingénieurs et les techniciens des entreprises de tout un tas de tâches. On estime à 80% de tâches un peu rébarbatives, comme par exemple recevoir des spécifications, les réécrire dans un nouveau format, faire un compte-rendu de réunion, relancer les différentes personnes sur les différentes actions. Tout ça, ça représente en fait une masse importante en fait, du travail des ingénieurs. Et donc, ça va leur permettre de libérer de toute cette partie-là, et donc ça va au final leur donner... Moi, ça, c'est le discours que j'entends depuis des années. C'est l'IA, c'est super parce que toutes les tâches rébarbatives vont disparaître. On va pouvoir les confier à des logiciels qui feront ça très bien. Sauf que là, quand on commence à s'approprier ces outils, on se dit, mais ça va au-delà de la tâche rébarbative. Et c'est là où on se pose la question, jusqu'où finalement certains métiers vont être totalement substitués par des IA. Alors, totalement substitué, peut-être, sur certains, mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, encore une fois, c'est finalement la créativité et l'intelligence humaine qui fait tout ce qu'il y a dans ce type d'outils. Encore une fois, ces outils n'existent que par le contenu qu'a apporté l'être humain dedans. Donc Absolument. déjà, c'est l'être humain qui l'enrichit. Ouais. Et la manière dont l'être humain le met en place est en fait, c'est ça qui fait qu'il devient plus créatif. Comme le disait Pierre-Emmanuel, les ingénieurs ont trouvé une technique et une manière de l'utiliser qui leur permet de travailler plus efficacement. Sur le centre de recherche chez Talent, justement, ce que l'on regarde, c'est comment appliquer ce type d'outils dans des cas pratiques. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, nous, de la recherche fondamentale, mais de la recherche appliquée. Et on regarde comment, dans le domaine de la banque, de la finance, de l'assurance ou de la santé, ce type d'outil peut venir aider, par exemple, le travail des médecins ou va aider le travail du banquier, mais ne se substitue pas. Vous auriez confiance à une IA qui vous dirait « vous avez tel type de maladie, voilà le traitement », sans qu'il y ait un regard humain? Probablement que non. Donc en fait, quand le médecin, par contre, va avoir cet outil qui va lui donner des indications sur la manière dont vous pourriez peut-être des modèles prédictifs, vous voyez, eh bien ce type d'IA, de la manière dont vous apportez un traitement, c'est quand même le médecin qui va trancher à la fin, parce qu'il a une expertise. Il ne faut surtout pas qu'il se désempare de son sujet. Mais alors, donc il va falloir apprendre à éduquer ces IA, leur apprendre à mieux maîtriser notre métier, nos attentes. Vous appelez ça des dresseurs d'IA, mais tout le monde est dresseur d'IA ou il y aura vraiment des métiers spécifiques autour de cela? En fait, dresseur d'IA est un nouveau mot qui a été, un nouveau concept qui est apparu. Aujourd'hui, dans les grands industriels, c'est ce qu'on appelle les départements méthodes. Donc ce sont les gens qui sont à l'interface entre les DSI et les opérationnels. Donc ces métiers existent déjà pour nous, en fait. Et en fait, c'est vrai qu'on voit, entre guillemets, un peu dans la tendance que ces métiers méthodes, ou dresseurs d'IA, si on peut dire, vont augmenter, en fait, pour venir aider de plus en plus les opérationnels. Et c'est vrai que dans cette logique-là, nous, on préfère de parler d'ingénierie augmentée, de dire on ne va pas remplacer l'ingénieur, on va plutôt l'augmenter avec des bots et avec des IA génératives qui vont lui permettre d'être plus créatif, de trouver, entre guillemets, la bonne architecture d'un véhicule hydrogène, d'un avion hydrogène, et de venir répondre aux grands défis environnementaux. Alors, vous faisiez référence à l'étude que vous avez menée sur l'utilisation de l'IA dans le cadre d'un hackathon. Le Laboria a publié le résultat aussi de son enquête sur les usages et impacts de l'IA au travail. 96% des répondants ayant déclaré utiliser un système d'intelligence artificielle dans leur organisation estiment
que cette IA a eu un impact très positif, ou plutôt positif, sur leur travail. Donc on voit que finalement, quand on s'empare vraiment de l'outil, peut-être que certaines angoisses disparaissent. En tout cas, on sait quoi en faire. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin aujourd'hui d'utiliser ces IA, sans doute. C'est pas quelque chose de superflu. Oui, de toute façon, les métiers sont transformés par l'IA, on s'en saisit. Encore une fois, c'est ce que je disais, le premier point, c'est de comprendre, après, c'est de se former ou de former, et puis ensuite, c'est d'expérimenter, effectivement, de mettre l'IA en pratique sur des cas d'usage concret, parce que si on reste dans le modèle théorique, évidemment, on ne voit pas à quoi ça sert, et donc c'est effectivement d'appliquer l'IA sur des cas concrets, et très sincèrement, enfin, alors c'est pas quelque chose de magique, ça reste de l'informatique, c'est de l'informatique améliorée par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé, mais ce sont des outils qui, encore une fois, facilitent la vie des ingénieurs, des chefs de projet, des médecins, des responsables de marketing, donc qui leur apportent une nouvelle manière de travailler, mais vraiment, ça transforme les métiers plus que ça ne les supprime. Et alors, 43% des non-utilisateurs envisagent cette dimension comme un élément de risque. Donc on voit vraiment que la bascule de la confiance se fait au moment de l'utilisation. Donc, il est presque urgent, finalement, de mettre ces outils entre les mains de tout le monde pour expérimenter ce que ça va donner dans son travail au quotidien. On voit bien, c'est vrai que la révolution d'OpenAI qui est arrivée, en fait, avant l'arrivée d'un acteur comme OpenAI, finalement, il y avait une certaine réticence dans les entreprises. Et les gens étaient assez méfiants et assez défiants envers les intelligences artificielles. Là, c'est vrai qu'avec l'arrivée de ces nouvelles approches, des LLM, ça a complètement changé. Et tout un chacun, comme vous, peut-être, vous avez pu faire l'expérience, entre guillemets, de ces chatbots. Et ça amène les gens, à chacun, de se poser la question, comment est-ce que je vais faire évoluer mon métier ? Comment mon métier serait plus performant ? Et comment je peux aider mon entreprise à gagner en productivité ? Là-dessus, parce que vous travaillez avec les ingénieurs qui expérimentent là aussi une nouvelle façon de travailler, vous leur donnez un outil qui leur permet de prendre de meilleures décisions. Vous sentez qu'il y a une bascule entre l'avant et l'après l'utilisation de l'outil ? Alors, d'une manière globale, dans nos domaines, l'IA n'est pas très développée. Pour une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où on touche la vie des gens, et nous, c'est le cas quand vous concevez un avion, une voiture, etc. Des systèmes critiques industriels. Alors, critiques industriels ou ceux de tous les jours que vous pouvez utiliser et qui peuvent mettre en danger la vie humaine, l'IA est un frein. Les ingénieurs ont peur de ça parce qu'on ne sait pas comment ça résonne. Et aujourd'hui, c'est un frein. Ça sera peut-être plus le cas dans quelques années, mais aujourd'hui, c'est un frein. Donc, je pense qu'on est tous d'accord que Kasparov avait certainement raison en disant que le meilleur combo, c'est celui de l'homme et de la machine. Et en fait, je pense que l'IA a du sens, bien évidemment. On n'est pas contre l'IA, mais ça a du sens sur des choses où on va dire que ce n'est pas critique. Passer les spécifications, comme disait Pierre-Emmanuel avec qui on travaille, d'un document Word imbitable à quelque chose de plus structuré, c'est très bien, mais il faut être sûr de ne pas en avoir oublié. Parce que si vous avez oublié qu'il faut sortir le train d'atterrissage à l'atterrissage, vous avez un avion qui se pose sur le ventre. Alors, si on regarde, parce que c'est bien de regarder quand même effectivement les avantages, mais aussi les inconvénients, les risques, ces angoisses autour de la transformation du travail par les intelligences artificielles, elles sont aussi fondées sur des bases réelles. Qu'est-ce que ça peut bousculer ? Où sont les risques de cette irruption des nouveaux usages professionnels de l'IA ? Là, vous êtes vraiment au-delà de la conviction. Vous êtes Est-ce que c'est ChatGPT qui a fait la question ? Est-ce que c'est ChatGPT qui a fait la question ? Toute technologie a des biais. Dans n'importe quelle technologie, si elle n'est pas utilisée de manière éthique, responsable, etc., elle peut avoir des biais. Bon, déjà, l'entraînement des gros modèles d'intelligence artificielle, par exemple, ça a un impact sur l'environnement. Ça utilise des centaines de milliers de serveurs qui tournent. Donc, évidemment qu'il faut trouver des techniques pour entraîner de l'intelligence artificielle de manière plus responsable, aussi bien sur le contenu que sur l'impact environnemental. Donc ça, par exemple, ça peut faire partie des réflexions. Sur tout ce qui est la dimension éthique, quand vous prenez un outil de type, donc celui qui est le plus connu, ChatGPT de OpenAI, il a été entraîné sur des gros volumes de données, mais il y a un ajustement humain derrière. Et cet ajustement humain, comme OpenAI n'a d'Open que le nom de l'entreprise, n'explique pas comment cela a été fait. Donc il y a des garde-fous qui ont été mis, mais qui sont en fait des garde-fous décidés par des êtres humains qui ont décidé ce qui était bien. Et donc, évidemment, ça peut être des défauts ou des biais de l'intelligence artificielle, mais qui sont en fait... Il y a des risques de perte de compétences aussi, peut-être, au sein de l'entreprise, ou de faire trop confiance aux résultats qui sortent après mon prompt. Une fois que j'ai rédigé ce prompt, finalement, est-ce que je ne vais pas faire trop confiance aux résultats qui apparaissent ?
Non. On n'a pas un risque de perte de compétences et de bon sens dans l'entreprise? Non, alors je pense que déjà, dans votre remarque, en fait, il y a un premier aspect, en fait. C'est les entreprises ne pourront pas utiliser tel quel ces chatbots. Donc il va falloir les entraîner à la base, il va falloir créer des bases de données assez structurées et assez conséquentes pour pouvoir derrière imaginer, faire fonctionner ces systèmes-là. Donc ça veut dire amener les gens un peu plus à structurer leur knowledge. Qui vont arriver dans l'entreprise. Voilà, tout à fait. C'est amener les ingénieurs à non pas stocker les données qu'ils ont produites dans des bases de données, mais plutôt à aller écrire leur savoir, à aller écrire la manière dont ils raisonnent. On en revient un petit peu à ce que Vincent et moi-même proposons, entre guillemets, dans nos solutions logicielles. Ça va être un point important. Et après, il va y avoir besoin, en fait, d'explicabilité, de systèmes d'interface d'aide à la décision pour derrière être capable de donner ces raisonnements-là et expliquer en fait de bout en bout pourquoi telle solution a été choisie, pas une autre solution. Et puis il y a la question quand même du management, de l'organisation de l'entreprise. Qui sait, qui a raison, qui détient la connaissance, le savoir? Tout ça peut être très profondément bousculé également. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut venir au MBA Intelligence Artificielle. Et c'est pour ça que je vous invite, comme ça vous nous partagez un peu de votre savoir. Je pense qu'effectivement la formation, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais est essentielle. À partir du moment où vous êtes formé aux technologies que vous utilisez, vous n'en avez pas peur, vous les maîtrisez et au contraire, les suspendre, vouloir faire des moratoires ou en interdire l'accès serait ce qu'il y a de pire. En fait, il faut que ces outils soient le plus largement diffusés, le plus largement utilisés et enseignés. Il y a des universités, des écoles qui l'interdisent, d'autres qui l'inscrivent dans leur cursus. Eh bien, ces outils-là doivent être généralisés en entreprise. Encore une fois, sur le centre de recherche de talent, on essaye de généraliser, d'apporter à l'ensemble de l'entreprise, au travers de fiches, de notes, ce que l'on peut trouver comme type d'usage et comme mise en œuvre. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental. Ce qui fait qu'il faut éviter effectivement une rupture, une fracture entre ceux qui savent, ceux qui seraient les sachants de l'IA, et puis ceux qui n'y auraient pas accès. Ça serait dramatique pour ce type d'outil. Mais encore une fois, comme pour tout outil numérique, c'est-à-dire que la fameuse fracture numérique est quelque chose de dramatique parce qu'il y a ceux qui ont accès aux outils numériques puis ceux qui ne l'ont pas. L'intelligence artificielle n'est que le prolongement de ces outils numériques. Donc en fait, il faut donner le plus large accès à des outils qui paraissent assez extraordinaires, mais qui en réalité sont une évolution du numérique. Sur la manière dont ça peut bousculer l'organisation au sein d'une entreprise. Oui. Tout à fait, c'est vrai qu'il y a un impact majeur en fait sur la façon d'organiser l'entreprise. Aujourd'hui, en fait, si on regarde un petit peu les 10 dernières années, comment les ingénieurs fonctionnent, eh bien, les métiers sont assez silotés en fait. Donc, ça veut dire que le département qui va travailler sur le moteur, par exemple, rendra sa copie, proposera la meilleure architecture, celui qui concevra la boîte de vitesse fera la même chose, et celui qui fera le design global, la même chose. Et ensuite, on espère que finalement, ces trois domaines vont se marier correctement. Ça, c'est la manière dont les ingénieurs travaillent aujourd'hui. Eh bien, en fait, avec le système d'aide à la décision, ce qui est intéressant, c'est qu'on bouscule complètement les frontières et qu'on remet vraiment au centre du village, en quelque sorte, le savoir, et on met tous les ingénieurs autour de la table, autour d'un même système d'aide à la décision, pour les aider à trouver la bonne solution. En fait. C'est ça qui est intéressant, je pense, avec toute cette révolution autour des IA génératives. Alors, qu'est-ce que vous faites de la compétition entre les métiers? Une compétition saine, parfois. Oui, sauf que la compétition n'est pas à sortir le meilleur composant, mais plutôt à structurer le mieux possible son savoir et ses données, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, ça redessine complètement les frontières entre les départements et la façon. Mais alors, est-ce que demain, un excellent ingénieur sera finalement celui qui utilise le mieux ces nouveaux outils? Oui, typiquement, en fait, je pense qu'il faut garder on parle beaucoup d'humain, en fait, autour de la table. Je pense qu'il faut garder cet aspect de confrontation. Tous les ingénieurs, dans toutes les industries, ont des bons processus. Et c'est leur confrontation qui fait qu'on va aboutir au bon modèle, à la bonne prise de décision à la fin. Ce qu'il faut simplement se dire, alors je suis d'accord pour déployer l'IA, sur plein de sujets, il y a plein où ça apporte de la valeur, où c'est des tâches répétitives qui ne servent à rien, mais il faut quand même qu'on puisse donner la main à chacun d'exprimer sa vision des choses, et c'est cette confrontation qui nous amène vers la bonne décision. Merci beaucoup à tous les trois, Pierre-Emmanuel Dumouchel de Dessia, Laurent Servoni de Vinci Executive Éducation et Vincent Aulet de Gigli. On se retrouve juste après une petite pause, on va parler du biomimétisme, comment la nature nous donne aussi de nouvelles perspectives dans les technologies.